Voilà, mes amis, donc aujourd'hui, après une longue interruption, bon, pas si longue que ça, c'était 2 mois à peu près, j'ai arrêté mes cours avec les Bnei Adam parce que bon, il y avait énormément de problèmes ici en Israël et j'arrivais plus à suivre le rythme et être partout à la fois. Et grâce à Dieu, on a maintenant repris les cours avec tous nos amis Bnei Adam, les Africains, les Canadiens, les Madagascar, et un peu partout dans le monde, à la France, la Belgique, la Suisse. Et, et les cours que je ferai avec les Bnei Adam, comme je l'ai dit, seront toujours le dimanche parce que je ne peux pas en semaine, j'ai trop de cours en semaine. Ça sera toujours le dimanche, ça sera bien sûr espacé à peu près toutes les 5, 6 semaines. On reprendra les cours, on verra donc avec Karine, bien sûr, quel sera le prochain cours. Bien que là, il va y avoir Pessah, la fête de Pâques, c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste vous raconter une histoire. Je voudrais faire une petite introduction avant de vous laisser la parole. Et récemment, enfin, il y a déjà quelques semaines, j'étais à Paris. Et bon, j'avais quelque chose à faire là-bas. J'étais avec mon épouse, j'étais à Paris. Et je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Je n'ai pas arrêté. Bon, c'est sûr, c'est un petit peu de l'orgueil. Bon, alors arrête de gonfler ton ego, mais c'est pas grave. Je me suis foutu une claque, donc c'est bon. Mais écoutez, c'est absolument incroyable. Dans tous les quartiers où j'étais, dans le métro, dans le 16e, dans le 17e, dans le 9e, etc., partout, je n'ai été arrêté que par des Africains. Pas un seul blanc, que des Africains. Des hommes, des femmes. Vous êtes le Rabinovitch? Oh, on écoute vos cours. Et ils viennent, et ils me serrent dans les bras, et ils m'embrassent. Et j'ai vécu quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Il y a quand même des blancs à Paris. Je n'ai pas été arrêté par un seul blanc, que des Africains. Des Africains qui vivent à Paris, bien évidemment. Et pourquoi je dis ça? Parce que on se rend compte de plus en plus que il y a, comme je l'ai enseigné dans de nombreux cours déjà, pour ceux qui les ont écoutés, on se rend compte qu'il y a un réveil énorme, énorme, énorme au niveau des Africains. Et je vais vous révéler quelque chose de très fort dans quelques instants. Et comme je l'ai toujours expliqué, en vérité, Israël et l'Afrique ont une histoire commune, mais vraiment extraordinaire. Les Africains ont été massacrés, ils ont été transformés en esclaves, ils ont été manipulés par l'Occident, les guerres, on sait très bien que l'horrible guerre entre les Tutsites et les Hutus, elle était dirigée par les Occidentaux. Et, et ne parlons pas de ces siècles d'esclavage, ces décennies d'esclavage où les Américains venaient chercher les Africains et les amener après pour les transformer en esclaves en Afrique, en Amérique. Et pareil Israël. Israël a été aussi en exil comme les Africains. Aujourd'hui, vous avez énormément d'Africains qui sont déracinés de leur terre, qui sont en Amérique, qui sont en France, qui sont partout dans le monde. On en a beaucoup en Israël aussi. Et beaucoup d'Africains qui se sont convertis. On a même un rave très important, un rave new-yorkais, un Africain new-yorkais ici en Israël, qui est un rave très connu et qui donne des cours extraordinaires. Il s'est converti, c'était un Africain, enfin bon, qui est né aux États-Unis, mais d'origine africaine, qui s'est converti et aujourd'hui il est pas à Jérusalem, il est à Bnei Brak, une ville très très orthodoxe. Et il donne des cours et c'est quelqu'un vraiment de très très apprécié, de très reconnu par Israël. Et, et donc, les Africains ont vécu l'exil exactement comme Israël. Des centaines de milliers, si pas des millions d'Africains ont été jetés de leur terre et se retrouvent un petit peu partout. Alors évidemment, Obama est toujours en Afrique, etc. Et grâce à Dieu, et surtout qu'il y reste, parce que c'est très important de ne pas quitter son pays.
Mais d'un autre côté, vous ne pouvez même pas compter le nombre d'Africains qu'il y a en France, qu'il y a en Europe, qu'il y a en Amérique, c'est des millions. Exactement la même chose qu'avec Israël. Israël a été éparpillé aux quatre coins de la terre. Les Africains ont énormément souffert de la part des Occidentaux. Israël, n'en parlons pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous le savez que pratiquement toutes les terres africaines, les terres de récolte, ne sont plus entre les mains des Africains. Aujourd'hui, la Chine a acheté pratiquement les deux tiers des terres africaines. Avant la Chine, c'était les Occidentaux, etc. C'est eux qui pillent en vérité toutes les richesses de l'Afrique. L'Afrique est un pays extrêmement riche sur le plan de la terre. Et ce sont les Occidentaux qui ont toujours volé toutes les richesses de l'Afrique, ou bien ce sont aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que les Chinois volent, parce qu'eux ont payé et ont acheté les terres, mais d'un autre côté, toute la richesse de la terre africaine aujourd'hui, en grande partie, est entre les mains des Chinois. Et donc, les Africains n'ont jamais été véritablement les propriétaires de leur propre terre. Exactement comme Israël qui a été chassé de sa terre. Et même aujourd'hui, quand on revient sur notre terre depuis 1948, on sait très bien que les choses ne sont pas simples et qu'une grande partie du territoire israélien est habité par des Arabes, etc. Et surtout la Judée et la Samarie. Et les choses ne sont pas simples du tout. Et je vous dirais, j'ai deux choses encore à vous dire avant que vous me posiez des questions. C'est que, comme je l'ai souvent expliqué, je sais, je me répète, mais c'est pour moi quelque chose qui est vraiment, on pourrait dire, le drapeau de l'unité entre Israël et l'Afrique. C'est que, quelle est la première femme que Moïse a épousée? C'était une Africaine. Sa première épouse était une Africaine. C'est marqué dans nos commentaires depuis des millénaires. Sa première épouse était une Africaine. Pourquoi Moshe a épousé une Africaine? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui était un prophète qui a vu à très 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 long terme ce qui se passerait dans l'histoire. Il a compris que Israël et les Africains auraient plus ou moins la même histoire, c'est-à-dire piétinés en vérité par les Occidentaux, et aussi parce que c'est quoi le couple en vérité? C'est quoi le couple? Et, et ben comme Eric et Karine, c'est le plus beau couple du monde. C'est un couple magnifique. Et donc, c'est quoi le couple en vérité? C'est l'union entre les différences. Pourquoi Moshe a pris comme une Africaine comme première épouse? Parce qu'il avait vu à très très long terme dans sa prophétie qu'un jour viendrait où il y aurait une unité, une amitié, un respect inimaginable entre Israël et l'Afrique. Et on le sent de plus en plus, comme je vous l'ai dit. Cette chose qui m'est arrivée à Paris il y a quelques semaines, mais j'en revenais pas, j'ai failli tomber par terre. Tous ceux qui m'arrêtaient dans la rue, c'était tous des Africains. Vous êtes le Rabdinovitch, on écoute vos cours, etc., etc. Pourquoi que des Africains? Pourquoi que des Africains? Il n'y a pas un seul blanc qui m'a arrêté. Ça prouve qu'il y a un réveil et que l'unité entre Israël et l'Afrique, qui a commencé avec le mariage entre Moshe et une Africaine, que lui, il a planté la graine de ce que serait un jour l'union profonde entre Israël et l'Afrique. Et j'en suis absolument persuadé, et je le ressens d'une manière très, très, très forte, que même s'il y aurait une unité au moment de la délivrance, il y aurait une unité dans le monde entier, mais je suis convaincu que, on pourrait dire, l'amitié la plus puissante qui existera au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach se dévoilera, quand le Messie se dévoilera, ça sera précisément entre Israël et l'Afrique. Et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas seulement de ceux qui vivent en Afrique, je parle de tous les Africains exilés qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et je voudrais vous dire quelque chose aussi d'extraordinaire. Vous savez que, bon, ce sont des codes dans la Torah, bien évidemment. Celui qui s'est attaqué pour la première fois à Adam et Ève, il s'appelle le serpent. En hébreu, le Nachash. Évidemment, ne croyez pas que c'est un serpent qui est venu attaquer. Tout ça, ce sont des codes qui cachent des choses. La Torah est complètement codée, bien évidemment. Mais il s'appelle le Nachash en hébreu. Si on prend les lettres,
du mot Nachash, le Nun, le Chet et le Shin. Je vais vous révéler quelque chose de fou. Le Nun est la première lettre en hébreu du mot Nephilat, faire tomber. Le Chet est la première lettre du mot Cham. Les trois fils de Noah, Cham, Shem, Yafet. Cham fait allusion au fondateur de l'Afrique. Shem, sémite. Ça fait surtout allusion à Israël. Et regardez ce que dit le mot Nachash. Nephilat, Cham, Shem. Faire tomber les Africains et Israël. C'est fou comment dans le mot Nachash, le serpent, on retrouve dans chaque lettre du mot, et qui attaque en vérité, qui a attaqué Israël et qui a attaqué les Africains depuis des siècles et des siècles, c'est surtout le monde occidental. Et donc dans le mot Nachash se cache, je me répète, Nephilat, faire tomber, Chet, Cham, les Africains, Shem, les Sémites, Israël. Donc on voit que les forces du mal s'attaquent essentiellement à l'Afrique et à Israël. Et pourquoi? Je l'ai déjà révélé dans un cours il y a fort longtemps. Le Zohar, c'est-à-dire le livre qui parle des secrets de la Torah, vous savez que chaque attribut divin a une couleur. Et l'attribut divin qu'on appelle la Malchut, c'est-à-dire l'action afin de dévoiler Dieu, roi de ce monde, Dieu se dévoilera comme étant le roi de ce monde, le dirigeant de ce monde au moment de la délivrance finale. La couleur qui correspond à cette action, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans déjà, c'est la couleur noire. La couleur noire est la couleur qui correspond à l'action qui a pour but de dévoiler Dieu, pas seulement notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y, non, le dévoiler dans ce monde, dans le monde d'en bas, et faire de lui le roi de l'humanité tout entière. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la couleur qui correspond à cette action, c'est le noir. On comprend maintenant pourquoi Moshe s'est marié avec une Africaine, parce que comme on le sait, la dimension masculine, féminine, la femme représente beaucoup plus l'action que l'homme. Quand je dis l'action, parce que la femme est d'une certaine manière occupée à faire des enfants, à les élever, à être à la maison, etc. Aujourd'hui, dans le monde occidental, la femme travaille bien évidemment aussi. Et selon notre tradition, l'action est du côté de la femme plus encore que du côté de l'homme. Et donc, on peut comprendre pourquoi Moïse a épousé justement une Africaine pour faire une allusion qui se dévoilera seulement dans des millénaires, mais pour faire une allusion au fait que l'Afrique aura un rôle fondamental dans la délivrance finale et que finalement, je suis convaincu, sûr et certain, que tous ceux qui rejoindront le Messie lorsqu'il se dévoilera, je n'ai absolument aucun doute que la majorité de ceux qui le rejoindront seront précisément des Africains. Et je voudrais juste terminer avant que vous puissiez me poser des questions, je voudrais juste terminer en disant que finalement, je crois que l'Afrique a une responsabilité énorme dans le dévoilement et dans le déroulement de la délivrance finale. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus un réveil, mais pas seulement un réveil à l'égard de la Torah, mais un réveil même dans l'action. Je pense que l'une des premières choses que les Africains devraient faire, c'est récupérer leurs terres, parce que leur terre leur a été complètement volée depuis des millénaires. Comme on l'a expliqué au début de ce cours, les Occidentaux ont volé toutes les richesses de l'Afrique, le diamant, le fer, et parlons pas de la nourriture, etc. Vous savez aussi bien que moi, et moi je le sais parce que j'ai beaucoup d'élèves africains qui m'ont révélé ce secret, que quand on essaye de sortir un nouveau traitement médical au niveau de l'OMS, les premières expériences qui sont faites dans des villages perdus en Afrique
Et des fois, il y a des tas d'hommes et de femmes et d'enfants qui meurent parce que le produit n'est pas encore à point et on les prend comme cobayes pour expérimenter, on pourrait dire les médicaments des grosses firmes pharmaceutiques. Donc, l'Afrique est un pays complètement exploité. On lui vole ses richesses, on le laisse pas, on le laisse pas devenir propriétaire de sa terre. D'une certaine manière, comme Israël, aujourd'hui, on est revenu sur notre terre, mais une grande partie de notre terre n'est pas entre nos mains. Elle est entre les mains de l'islam. Et surtout les territoires les plus importants, qui sont ce qu'on appelle la Judée et la Samarie, même s'il y a des Juifs qui vivent là-bas, la majeure partie de ceux qui vivent en Judée et Samarie ne sont pas des Juifs, ce sont des musulmans. Donc on voit qu'il y a des points communs énormes. Et je pense que les Africains, surtout ceux qui vivent en Afrique, doivent arriver à prendre conscience qu'ils doivent redevenir les propriétaires de leur terre. On ne peut plus laisser les Occidentaux, aujourd'hui les Chinois, même si les Chinois ne sont pas méchants parce qu'ils ont payé avec de l'argent les terres qu'ils ont achetées, tandis que les Occidentaux volaient tout. Mais malgré tout, ce n'est pas normal que les 2 tiers ou les 3 quarts de l'Afrique est entre les mains de pays étrangers au niveau de ses richesses. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce réveil, cette prise de conscience en Afrique pour sortir finalement de cet esclavage, parce que l'esclavage n'est pas seulement l'esclavage tel qu'il était en Amérique pendant des siècles. L'esclavage, c'est tout simplement le fait qu'on ne laisse pas l'Afrique redevenir propriétaire de sa propre vie et de sa propre terre. Et donc, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait effectivement un réveil et peut-être, au moment de la délivrance finale, une véritable révolution qui aidera justement les Africains à redevenir propriétaires de leur terre et à agir pour la délivrance finale. En tous les cas, je tiens à conclure en vous disant, et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai une estime, une amitié et un respect inimaginable à votre égard. Et sachez que je ne suis pas le seul. De plus en plus de Juifs un peu partout dans le monde se rendent compte véritablement de ce qu'est l'Afrique, de ce qu'est l'Africain. Et on est encore une minorité, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, moi, je vous le dis vraiment avec la plus grande sincérité, la plus grande authenticité, je pense que ceux avec lesquels j'ai véritablement envie d'avoir le lien le plus fort, c'est précisément avec les Africains, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient ailleurs, peu importe, mais les Africains. Parce que, encore une fois, notre histoire est une histoire commune. Ce que nous avons traversé, nous l'avons traversé séparés, nous n'étions pas ensemble. Mais ce que les Africains ont vécu, Israël l'a vécu, ce qu'Israël a vécu, les Africains l'ont vécu aussi. Et donc, ça prouve bien que, en fin de compte, comme je l'ai dit, un jour viendra où les deux peuples qui seront à un niveau d'amitié et de respect extrêmement profond sera précisément Israël et l'Afrique. Voilà mes amis, alors maintenant je vous laisse poser des questions et auxquelles je vais répondre. Alors, qui c'est qui commence? Alors, Eric. Donc, il est ouvert le micro? Oui, oui, je vous entends, Eric. Donc déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir Rav. Moi, je vais pas poser une question directement. Je vais juste rappeler, déjà dans un premier temps, Afrique va vers toi, qu'est-ce que c'est exactement? Dans quel but il a été créé? Donc, Afrique va vers toi. Pourquoi va vers toi? Le but, c'est de retourner à notre identité. Et il y a, comment dire, une correspondance avec ce que Abraham a vécu lui-même. Donc, le but d'Afrique va vers toi, c'est justement retourner vers l'identité africaine. Si maintenant il y en a qui souhaitent se convertir, tant mieux pour eux. Mais il faut comprendre que
Afrique va vers toi, le but principal, c'est de retrouver l'identité africaine dans tous les domaines. Comme le Rav vient de nous l'expliquer, on nous a volé nos terres et en volant nos terres, on nous a aussi volé tout ce qui fait notre identité. Donc, le but d'Afrique va vers toi, dans un premier temps, c'est de retourner à nos sources africaines. Euh, le Rav nous a déjà expliqué dans un cours aussi que la Torah n'est pas une religion. La Torah a été révélée pour tous les peuples. Maintenant, c'est Israël qui l'a accepté à bras ouverts. Et je t'interromps, Eric. La raison pour laquelle les 70 peuples ne l'ont pas accepté, ce n'est pas les peuples qui l'ont refusé, c'est les dirigeants de ces peuples qui ont tout fait pour que les peuples ne reçoivent pas la Torah. Et au moment de la délivrance finale, les 70 nations qui sont des descendants d'Adam et Ève, ces 70 nations, le Mashiach leur redonnera la facette de la Torah qui leur correspond. Et comme les dirigeants corrompus auront tous disparu, les peuples vont se réveiller, vont se prendre en main et accepteront bien sûr la Torah qui leur correspond, chaque peuple selon son identité. Donc, tout ça pour dire en fait, et ça c'est principalement au groupe que je m'adresse, Afrique va vers toi, c'est avant tout pour que nous soyons fiers d'être africains, africains, fiers de notre culture, fiers de nos traditions. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et donc maintenant, ce que je souhaiterais, c'est vous soumettre des moments de la vie, comment on les fait en Afrique, et si vous y voyez ou pas une correspondance avec ce que la Torah nous enseigne. Et donc, pour ça, je vais laisser la parole à Sabine qui va nous expliquer la naissance. Qui c'est Sabine? Du Luxembourg? Voilà. Oui, c'est moi. Très bien. Alors, allez-y, Sabine. Oui, alors moi, je viens de l'ouest du Cameroun. Oui. Et chez moi, la conception, Là, pardon, là? de la conception à la naissance, il y a Oui. des rites, il y a des pratiques, il y a des choses que la femme, elle doit faire. Oui, par exemple. Tout d'abord, pendant la grossesse, elle doit rester le plus souvent avec sa belle-mère. Donc, qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle, qui va lui donner à manger, qui fera vraiment le nécessaire pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle puisse vraiment porter la vie. Ça, c'est une tradition qui continue à exister en Afrique. En pays bamileke, oui. Oui. Pas en ville, vraiment dans les villages, ça se pratique encore. Oui. Ah, plus dans les villages que dans les villes. Très bien. Oui, plus dans les villages que dans les villes. Oui. Et une fois maintenant que la femme, elle a donné la vie, pendant 3 semaines, elle ne doit rien toucher. Elle doit vraiment rester le plus allongée dans sa chambre et après les 3 semaines, elle pourra faire un rite de purification. Qu'est-ce que vous entendez par purification, Sabine? Un rite de purification, il y a beaucoup de choses qui se font pendant ce rite. Elle doit, par exemple, avant les 3 semaines, l'enfant doit être circoncis si c'est un garçon. Donc, dès que le Circoncis? Oui. Pourquoi vous circoncisez les enfants en Afrique? Oui, les garçons, oui. Alors, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Quoi, les enfants africains sont circoncis? Oui, c'est vrai. Oui, Ah bah alors là, je viens d'apprendre un truc incroyable. oui. Tous les petits garçons. Je confirme, Rav. Afrique, 99% des garçons africains sont circoncis. Les garçons africains, on les circoncis. pareil. Et c'est de la folie, ça. Mais Et c'est pareil, mais moi-même, je suis circoncis. Donc, dès le 7e jour. incroyable. Moi qui parle aussi, je suis circoncis. Depuis mon plus... Je ne sais même pas, je n'ai pas de souvenir. Je n'étais qu'un bébé. Je t'en prie, Sabine, poursuis. Incroyable. Alors là, je viens d'apprendre quelque chose, je tombe par terre. Mais alors ça, je ne savais pas que les Africains étaient circoncis, c'est incroyable. Alors continuez. Alors, qu'est-ce que vous entendez par purification? D'abord, il faut que l'enfant soit circoncis. Donc, l'enfant, il est circoncis tout de suite quand le cordon ombilical il tombe. Donc, c'est généralement autour de 7 à 8 jours. Chez nous, c'est la circoncision, c'est le 8e jour.
Donc, Oui. chez vous, c'est plus ou moins pareil, 7-8 jours. Voilà, 7-8 jours. Donc, quand le cordon ombilical, le reste du cordon ombilical, il tombe, on va circoncire le jeune garçon. Et une fois que cette circoncision, elle est faite, au bout de 3 semaines, le mari doit de nouveau inviter toute la famille, dont le voisinage et la sage-femme qui a pratiqué l'accouchement. Et il y a un rite de purification, ça varie maintenant en fonction des familles, en fonction des moyens financiers, en fonction aussi de la notabilité de la famille. Mais généralement, ce que nous on fait, c'est de prendre de la banane plantain et on va pas la cuire à l'eau, on va la cuire au feu de bois. Et après, tout le monde pourra en manger. Vous parlez de quoi? D'une banane? Oui. Oui. De la banane plantain, elle est cuite vraiment au feu de bois. Mais et après, Sabine, juste une question. Quand vous parlez de purification, quelle est la notion de purification exactement de la femme? La femme, pendant les 3 semaines, elle ne peut rien toucher. On dit qu'elle est impure et pendant ces 3 semaines, elle ne peut pas toucher ce qui est comestible. Donc, ce qu'on peut manger. Et c'est seulement après avoir fait ce rite qu'elle pourra soit manger avec sa propre main, soit donner à manger ou faire à manger. Donc, avant les 3 semaines, tout ce qu'on lui donne, elle doit recevoir, par exemple, on fait une espèce de semoule très molle avec une sauce très gluante, mais elle doit la boire dans une tasse. Elle ne peut pas la toucher de ses mains. Donc, c'est seulement après ce rite de purification qu'elle peut maintenant cuisiner, toucher ou donner de la nourriture. Et est-ce qu'en Afrique, il y aurait cette coutume aussi, après 3 semaines, de se tremper dans de l'eau? Ça, je ne pense pas. Pas dans mon village, en tout cas. Nous, on ne le fait pas. Le seul rite de purification qu'on fait, qu'on appelle purification, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment de cuisiner, d'inviter des personnes. Et celle qui a accouché, elle ne peut pas manger de ce qui a été cuisiné. Donc, de cette banane plantain, elle ne peut pas manger. Ouais. Mais je ne sais pas si elle peut. Alors, écoutez, je vais vous dire, évidemment qu'il y a des différences par rapport à la loi de la Torah, mais je vous avoue franchement que là, vous m'avez coupé le souffle. Je dois me reprendre pour parler. Quand vous m'avez dit que les Africains sont circoncis, alors là, je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Et après, je vois qu'Obama a levé la main, après je vous laisse la parole, Obama. Et ce que vous avez dit, Sabine, au niveau de la purification de la femme, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça correspond d'une certaine manière aux pratiques de la Torah, qui sont un petit peu différentes, mais vous avez dit des choses qui existent absolument dans la Torah. La femme, après l'accouchement, pendant une certaine période, là je ne rentrerai pas dans les détails, ça dépend si elle a eu un garçon ou si elle a eu une fille. Exactement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez parfaitement raison, la femme est considérée comme impure pendant une certaine période après l'accouchement, parce qu'elle a perdu du sang, etc. Et elle est considérée comme impure. Après, selon qu'elle ait eu un garçon ou selon qu'elle ait eu une fille, après, elle va se tremper dans ce qu'on appelle, nous, un mikvé, c'est-à-dire donc elle se purifie en se trempant complètement, en rentrant complètement. Ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être un mikvé fait dans une salle, etc. Pas une baignoire, par contre. Pas une baignoire, parce que la baignoire, ce n'est pas de l'eau naturelle. Il faut que ce soit de l'eau naturelle. Et donc, vous venez de me dire des choses que je ne savais absolument pas. Et je me rends compte une fois de plus que finalement, même si c'est évident que la tradition africaine ne colle pas à 100% avec la tradition d'Israël, mais on voit des points communs fous, inimaginables. Dans le monde occidental, une femme, excusez-moi de vous poser la question, Sabine. Oui. Après avoir accouché, la femme a le droit d'avoir
dans les 3 premières semaines, une relation avec son mari? Non, non, Wow. le mari ne dort même pas avec elle dans le même lit. Oh là 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 là, mais là, alors vous m'avez vu, vous me mettez par terre, hein, je vous dis franchement, vous me mettez par terre. Oui, C'est exactement les mêmes lois que dans la Torah. La Torah dit qu'effectivement, après un accouchement, l'homme et la femme n'ont pas le droit même pas de se toucher. Ils n'ont même pas le droit de se toucher, à plus forcément d'avoir une relation, jusqu'à ce que la femme se purifie dans un mikvé. Et donc, c'est fou ce que vous venez de me dire. C'est encore une preuve encore 100 fois plus puissante de tout ce que moi j'ai dit dans mon introduction, qu'il y a vraiment des liens inimaginables entre la tradition africaine et la tradition thoraïque. Maintenant, je tenais juste à vous faire remarquer, Sabine, vous savez que quand il y a eu la destruction du premier temple, vous le savez, j'imagine, que la tribu de Dan, qui était la tribu la plus nombreuse des 12 tribus d'Israël, est partie se réfugier en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle les Danites, oui, qui sont en vérité d'origine, ils ne sont plus juifs aujourd'hui, parce que bon, il y a eu des mélanges, etc., mais ils sont d'origine juive. La tribu des Danites s'est d'abord installée dans le pays qu'on appelle l'Éthiopie, c'est pour ça qu'il y a en Israël énormément d'Éthiopiens qui sont juifs, bien sûr, et après, la tribu de Dan a quitté l'Éthiopie, a traversé l'Afrique du côté est vers le côté ouest, donc le Congo, le Cameroun, etc., la Côte d'Ivoire, et ils se sont installés là-bas. Donc, va savoir si peut-être, puisque ça remonte à 3000 ans, va savoir si peut-être ces coutumes africaines ne sont pas liées au fait qu'il y avait peut-être des centaines de milliers de Juifs qui vivaient en Afrique, qui s'étaient réfugiés en Afrique pour ne pas être massacrés à l'époque de la destruction du premier temple, et va savoir si peut-être ces coutumes-là n'ont pas été d'une certaine manière appliquées aussi chez les Africains, et c'est pour ça qu'on retrouve tout ce que vous m'avez dit, c'est vraiment, vraiment, avec toutes les nuances qu'il faut rapporter, c'est vraiment, vraiment, vraiment la tradition d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui accouche n'a pas de relation avec son mari, ni même pas elle le touche jusqu'à un certain temps où elle se purifie. Et donc, ce que vous avez parlé de purification, effectivement, correspond tout à fait à cette chose-là. Et excusez-moi de vous poser encore une question, Sabine, je sais que c'est une question délicate, mais ça m'intéresse vraiment de savoir. Est-ce que pendant la période des règles d'une femme, elle aurait malgré tout, selon la tradition africaine, elle aurait malgré tout une relation avec son mari? non, Non? Elle se sépare complètement de son mari pendant la période des règles? bah, c'est un peu difficile de le faire, mais pendant cette période, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de flux de sang, elle ne peut pas avoir de relation. C'est-à-dire, ça fait partie de la tradition africaine. Oui, 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 oui. Je confirme. C'est pas un choix privé de la femme, c'est une Non, tradition non, africaine. ça fait partie de Mais la c'est- tradition. Eh bien, c'est exactement la tradition d'Israël. Pendant que la femme a ses règles, l'homme et la femme n'ont pas le droit même pas de se toucher. À plus forte raison, une relation, mais même pas de se toucher. Donc, c'est absolument fou ce que vous êtes en train de me dire. J'en suis vraiment, mais je n'arrive même plus à parler. Vous êtes en train de me raconter des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment la tradition d'Israël. C'est incroyable, absolument incroyable. Rav, j'aimerais juste dire une chose. Moi, je suis extrêmement content de vous entendre dire ça, parce que comme Eric il a si bien dit, nous aimerons vraiment que nous, Africains, que nous soyons affermis dans ce que nous avons, que nous acceptons nos coutumes et que nous ne les rejetons pas. Parce que je pense que c'est la seule condition pour que nous puissions nous trouver et afin d'accepter cette Torah que vous savez nous donner. Si nous rejetons nos traditions, si nous épousons tout ce qui vient, je pense que ce sera extrêmement compliqué pour nous de savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est ce que j'explique souvent dans mes cours, Sabine, qu'en vérité, les peuples doivent retrouver leur identité. Les dirigeants font tout aujourd'hui pour nous transformer en robots, en esclaves, en moutons, en nous enlevant notre identité.
Et c'est très, très, très important que l'Afrique retrouve son identité, retrouve ses traditions, respecte ses traditions et que l'Africain refuse de devenir un occidental à 100%. Parce que si tu deviens un occidental à 100%, tu perds toute ton identité africaine. Et vous savez, dans le Talmud, c'est marqué qu'au moment de la délivrance, tous les peuples vont venir, c'est tout à fait normal, vous le savez aussi bien que moi, complètement mélangés. Ils vont venir devant Dieu. Et Dieu, bon, ce sont des codes, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais Dieu va leur dire non, je ne vous accepte pas tant que vous n'aurez pas retrouvé l'identité de chaque peuple, et chaque peuple viendra devant moi avec son identité. Et j'oserais vous dire que les deux peuples à qui on a tout fait pendant des millénaires pour leur voler complètement leur identité, c'est Israël et les Africains. Et peut-être encore plus les Africains qu'Israël. Et donc, votre devoir est véritablement de rechercher vos sources, de rechercher votre tradition, de redevenir de vrais Africains et de retrouver votre véritable identité et de ne pas laisser les Occidentaux vous massacrer sur le plan mental et sur le plan psychologique. Vous comprenez? C'est très, très important. Et même si vous vivez à Luxembourg, etc., vous devez comme un juif traditionnel qui vit à Paris, il continue à manger kasher, il fait Shabbat, etc. Donc, vous devez absolument, même en vivant en dehors de votre pays d'origine, vous devez absolument vous battre pour retrouver votre identité et en faire vraiment, d'une certaine manière, le but de votre vie. Vous devez être fier d'être africain et vous devez vous battre pour retrouver votre identité africaine. C'est très, très important. Voilà, Rodrigue, Obama, merci beaucoup, beaucoup Sabine. J'avoue que vous m'avez fait tomber par terre. Hein. Je ne suis pas tombé physiquement, mais mentalement, vous m'avez fait tomber par terre là, avec tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Alors, Rodrigue, y a-t-il une question? D'accord, merci Rav. Alors, je voulais apporter juste 2 ou 3 compléments à ce que Sabine disait déjà. Moi aussi, je suis du Cameroun, mais moi, je suis plutôt du centre, en fait, et pas de l'ouest comme Sabine. Alors, chez nous, au centre, ce qu'on fait pendant ces 3 semaines, parce que la période est pratiquement la même, pendant ces 3 périodes où la femme ne fait rien et ne peut pas toucher les choses que les autres vont manger, par exemple, à la maison, ce qu'on fait, c'est que sa belle-mère va, d'une certaine façon, tous les matins avant le lever du soleil, genre autour de 5h, 5h30 par là, peut-être pas la battre, mais la laver avec de l'eau chaude, de l'eau vraiment très chaude. C'est-à-dire, la belle-mère va laver sa belle-fille avec de l'eau chaude. Oui, avant le lever du soleil le matin. L'idée étant de faire ressortir le moindre caillot de sang qui se serait formé dans le corps. Ça, c'est sur le plan physique. Mais quand vous discutez avec les aînés, les plus âgés, ils vous disent que non, c'est un acte beaucoup plus spirituel et beaucoup plus profond que le simple fait de frapper de l'eau chaude sur le ventre de la femme pour faire sortir les caillots de sang qui se seraient formés après l'accouchement. Donc ça, c'est une chose. Je veux juste vous interrompre, Obama. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on retrouve le lien avec le mikvé. Ce n'est pas un vrai mikvé, mais on utilise de l'eau pour purifier la femme. Ça veut dire que dans la Torah, la femme rentre complètement dans l'eau, complètement, et elle ressort, elle est purifiée. Mais ce que vous me dites, Rodrigue, c'est que si on met constamment de l'eau sur la femme, c'est aussi un lien avec notre tradition que l'eau est symbole de la purification. Effectivement, Rav. Ouais. Donc, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est par rapport au cordon de l'enfant. Oui. Donc, lorsque le cordon va tomber pendant les 8 premiers jours, lorsque le cordon va tomber, on ne le jette pas en fait. On va prendre ce cordon et on va le donner à soit la personne la plus âgée dans la famille qui ira quelque part dans la brousse. On cherche généralement, on va chercher soit l'arbre le plus grand, l'arbre supposé être le plus fort et la personne la plus âgée de la famille va enterrer ce reste de cordon à cet endroit. La symbolique étant que on voudrait que cet enfant qui vient de naître reçoive de là la force qu'a cet arbre parce qu'on va chercher l'arbre le plus fort de la brousse, du moins à l'endroit où on vit.
Maintenant, on est un peu plus en ville, on est beaucoup plus occidentalisé, donc du coup, on n'a pas beaucoup d'arbres en ville, on ne fait plus trop ça. Mais généralement, au village, ça se faisait, et même dans notre village encore, ça se fait aujourd'hui. Et parfois, même si la femme a accouché en ville, on va prendre le cordon, on va le garder, on va le ramener au village pour pouvoir le faire. C'est incroyable. Bon, alors là, je veux dire que vous m'avez mis par terre. Parce que je vais vous poser une autre question. Quand vous faites la circoncision, le prépuce, qu'est-ce que vous en faites? La peau que vous avez enlevée, qu'est-ce que vous en faites? Là, je ne sais pas. Non, quelqu'un sait? Quelqu'un peut me dire? La Ouais, peau qu'on enlève, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, La peau, Najla, elle est enterrée. elle est enterrée. Oui. Exactement comme chez nous. C'est exactement comme chez nous. La peau est enterrée et pareil, il y a de nombreuses personnes chez nous qui enterrent aussi le cordon. Et la peau le 8e jour et le cordon. Bon, alors là, j'ai plus de mots. Ça veut dire que nos traditions sont vraiment très très proches l'une de l'autre. Puisque si Sabine me dit que le prépuce est enterré, c'est une tradition millénaire en Israël que le prépuce, on ne le jette pas à la poubelle, on l'enterre dans la terre, comme le cordon, exactement. C'est incroyable. Najela, ouvrez votre micro pour parler. Voilà. Shalom Rav. Juste un Bonsoir instant. à tous. Obama, merci beaucoup pour votre intervention. Oui, Najela. Alors, moi, pour mes deux petits frères, je me souviens quand ils sont nés, mon grand-père a dit à mon père, avant de décéder, parce que j'avais 3 ans quand il était décédé, de le jeter à la mer dans l'espoir de le faire partir en Israël un jour par la mer. Le prépuce, au lieu de l'enterrer. Non, le cordon ombilical. Cordon. Incroyable. Et le prépuce, je me souviens avec mon petit frère, papa le mettait au bout d'un flingue et le faire tirer dans l'air comme si ça devient la poussière ou quelque chose comme ça pour que ça parte. Mais c'est toujours l'envie de le faire partir dans le pays, quoi. Mais alors, je repose ma question. Aujourd'hui, en Afrique et même en dehors de l'Afrique, les Africains se circoncisent, ils continuent, la majorité se circoncis encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous continuons de nous circoncire. Et à Madagascar, les enfants À Madagascar, oui, Raph. À Madagascar, moi, je suis née dans le sud de Madagascar, mais ma grand-mère, du côté de ma maman, est malgache sud-est. oui. Ben, on continue, chaque enfant, on continue à faire la circoncision. Bon, pas forcément les 7 jours à venir et Oui. tout comme en Israël, mais tous les garçons sont circoncis. C'est de la folie, c'est incroyable. C'est la première Même fois que les j'entends une chose placentas, pareille. là, on enterre à Madagascar. Oui, On jette pas le placenta de l'enfant, là, après la Oui. naissance, on enterre la terre pour revenir à la source de la terre. Le placenta de l'enfant. On ne jette pas, on garde ça, mais il faut enterrer dans notre, dans notre région natale. Mais il ne faut pas jeter. donc même le placenta est enterré aussi. C'est important. C'est Incroyable, les significations, c'est le retour à la source. incroyable. Incroyable. C'est vrai ce que tu viens de dire. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est vous qui m'avez fait cours, hein. C'est pas moi qui ai fait cours. Hein. C'est vous qui m'avez enseigné aujourd'hui. Hein. Ça, je peux vous dire. C'est incroyable. Et il y avait une question que j'ai lue aussi, et là, je voudrais en parler aussi, que Karine m'a demandé par rapport à se couvrir la tête chez les Africains. Je vois que Clémence a la tête couverte, je vois qu'Angela a la tête couverte, je vois que Nagela a la tête couverte. Et d'abord, il faut savoir que le Talmud nous explique, il y a déjà plus de 2000 ans, qu'il y a eu une époque, et pas seulement chez les Africains, où d'une certaine manière, les femmes se couvraient la tête. C'est-à-dire même en Babylonie, même en Perse,
les femmes se couvraient la tête, et puis après, quand le monde moderne a commencé, les femmes ont complètement cessé de se couvrir la tête. Maintenant, je voudrais expliquer de manière un peu plus profonde. Donc, je suis effectivement étonné et même extrêmement ébloui de voir que chez les Africaines, il y a énormément de femmes qui se couvrent la tête. Et quel est le sens de se couvrir la tête? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Je vous pose d'abord la question. Pourquoi se couvrir la tête? Nagela. D'après ce que j'ai entendu dans vos cours, c'est une femme mariée. Une femme mariée, absolument. Une femme mariée se couvre la tête, absolument. Mais ma question est… Je me couvre la tête, Rav. Ah, vous vous couvrez tout le temps la tête? C'est une question de publicité, Rav. Assez souvent. Alors, c'est une question de qui c'est qui a dit? C'est Daniel. Daniel. Oui, en fait, dans nos traditions africaines, sauf si je ne me trompe pour d'autres pays, généralement, même dans les mariages coutumiers, en fait, il est de devoir de l'homme d'apporter des foulards à sa belle-mère, en fait, qu'elle va partager à sa famille pour se couvrir la tête, ce qui est un symbole de publicité, que la femme, en fait, n'a pas le droit d'exposer ses cheveux, elle doit les couvrir. Et aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui se couvrent encore la tête en Afrique? Il faut dire que les valeurs se perdent parce qu'avec l'occidentalisation, on a tendance à dire que c'est vieux jeu de se couvrir la tête. Aujourd'hui, on doit exposer ses cheveux. Moi, par exemple, quand je me suis marié avec mon épouse, j'ai dû, selon nos traditions, apporter plus d'une dizaine de foulards à ma belle-mère, enfin à ma belle-famille. Oui. C'est vraiment, vraiment absolument incroyable. Alors, je veux revenir sur cette notion de se couvrir les cheveux. Alors, il y a des questions. Oui, pardon. Oui, Daniel, oui. Ou qui c'est qui me parle là? Daniel? Oui, je voulais profiter. Oui, c'est moi. Je voulais profiter, en fait. C'était pour donner un petit complément à ce que Sabine disait. La semaine dernière, j'ai discuté avec un ami du Cameroun. On a discuté longuement pendant près d'1 heure. Et en réalité, en 2014, il y a eu une étude qui a été faite au Cameroun. C'est des Juifs américains qui ont fait une étude et qui ont découvert qu'il n'y avait pas qu'en fait la tribu de Dan qui s'était installée. Il y avait aussi bien entendu des représentants de la tribu en fait de Yehuda. Ce qui s'est passé d'après le grand-père de cet ami, c'est que lorsque vous avez 100%. Il y a eu la traite négrière, les colons. Oui, lorsqu'il y a eu la traite négrière, les Occidentaux, quand ils sont rentrés, ont tué en fait quasiment toutes les femmes âgées de l'époque et tous les hommes. Ils n'ont pris que les petits-enfants. Ils n'ont pris que des petits-enfants et notamment des filles. Et ensuite, ils exigeaient à ce que tous ceux qui voulaient se marier devaient en fait devenir chrétiens. Ce qui a poussé, bien entendu, toutes les personnes de l'époque à se christianiser. Sinon, Le micro est fermé, Daniel, oui. Daniel, votre micro est fermé. Oui, il était de coutume de tous qui vivaient au Cameroun à cette époque-là de pratiquer quasiment le judaïsme, donc tout son ensemble sans restriction. C'est vrai que quant au mikvé, il n'y avait pas un bassin tel que conçu. C'était plutôt une espèce de cuvette dans laquelle la femme en fait s'asseyait et après on lui versait en fait de l'eau de façon continuelle. Comme a dit aussi l'autre frère, ça se faisait très tôt le matin et quasiment tous les jours pendant près d'1 mois. Incroyable. Incroyable. Alors, d'abord, je confirme ce que vous avez dit, Daniel, qu'effectivement, j'ai oublié de dire qu'une partie de la tribu de Yehuda est aussi partie en Afrique. Et je pense que la raison pour laquelle et la tribu de Dan et une partie de la tribu de Yehuda sont partis en Afrique, je pense que c'est comme je l'ai expliqué dans mon introduction, parce qu'Israël a toujours ressenti qu'il y avait un lien, un point commun entre l'Africain et le Juif. Ne serait-ce que de l'histoire qu'on a traversée, qui est une histoire tellement, tellement proche l'une de l'autre. Et donc, effectivement, vous avez raison quand vous dites qu'une partie de la tribu de Yehuda aussi est partie en Afrique. Et ce qui peut-être expliquerait comment se fait-il que
énormément d'Africains ont d'une certaine manière pris certaines traditions qu'ils ont peut-être vues à côté d'eux, donc soit dans la tribu de Dan, soit dans la tribu de Yehuda, ou peut-être, et je n'exclus absolument pas cette hypothèse, peut-être ce sont des traditions africaines qui n'ont rien à voir avec nous. Peut-être que dès le départ en Afrique, il y avait ces traditions-là. Et je pense que c'est peut-être plus vrai que le fait d'avoir uniquement copié la tribu de Dan ou la tribu de Yehuda. Je suis persuadé que les traditions ancestrales africaines étaient très proches peut-être du judaïsme. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans le mot Nachash, faire tomber les Africains et faire tomber les Sémites. Ça veut dire, c'est ça tout le but de l'Occident, de faire tomber finalement ces deux peuples-là. Ils n'y arriveront pas, bien évidemment, on est toujours là et on sera le fer de lance de la délivrance finale. Maintenant, je voudrais revenir sur cette notion des cheveux. Pourquoi couvrir les cheveux? En vérité, couvrir les cheveux, je vais poser une question un petit peu différente. Je peux comprendre qu'une femme, par exemple, s'habille d'une manière pudique. Ça veut dire ne montre pas avec des pantalons serrés, ne montre pas son derrière, ne montre pas son devant, ne montre pas sa poitrine, etc. Ça, je peux comprendre parce que c'est une agression terrible au niveau des hommes. Aujourd'hui, vous savez tous et toutes comment les jeunes filles sont habillées aujourd'hui avec, je ne sais pas comment on appelle ça, ce tissu-là qui colle à la peau et on voit tout le corps de la femme aujourd'hui. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et malheureusement, en Israël, toutes les jeunes filles pratiquement qui ne sont pas pratiquantes sont habillées comme ça. Et beaucoup de jeunes femmes aussi. Donc, tu vois tout en vérité, tu vois tout. Donc ça, je peux comprendre à la rigueur la pudeur au niveau du corps. Mais pourquoi la pudeur au niveau des cheveux? En quoi ça dérange si on voit les cheveux? Les cheveux ne sont pas agressifs, les cheveux ne sont pas sexuels, comme la poitrine, comme l'arrière de la femme ou le devant. Aujourd'hui, c'est de la folie ce qu'on voit. Les jeunes filles sont tellement serrées dans leur habit qu'on voit vraiment le devant, et même avec une raie au milieu. Je m'excuse de le dire, mais bon, on est suffisamment âgé pour avoir le droit de parler comme ça. Aujourd'hui, on voit tout. On voit tout avec les tissus serrés qu'elles portent. On voit tout. Et elles s'en foutent complètement. Alors ça, je peux comprendre qu'une femme authentique, qu'une femme vraie, voudra cacher certaines parties de son corps pour ne pas que tous les yeux se posent sur elle et finalement qu'elle devienne un objet de séduction. Mais pourquoi les cheveux? Les cheveux ne sont pas sexuels, les cheveux ne sont pas agressifs. Les cheveux, pourquoi les cheveux? Est-ce que quelqu'un a une idée avant que j'explique moi? Quelqu'un a une idée pourquoi les cheveux, on les cache aussi? Quelqu'un aurait-il peut-être une idée, Clémence ou Sabine ou Angela ou Nagela ou Karine? Quelqu'un aurait une idée pourquoi? Oui. Pour moi, c'est les forces, puisque les cheveux, c'est proche du cerveau. Il y a la force, donc il faut cacher votre force, puisqu'il y a la force des Nahash aussi, peut-être. C'est ça que je pense. C'est la force du cerveau. Il faut cacher ça, puisque comme Simpson, la femme et la dame, il a coupé les cheveux de Simpson et Dalida a coupé les cheveux de Simpson. Alors, il a perdu ses forces, peut-être. Je pense comme ça. Alors, oui, pardon, Daniel. Je vais peut-être un peu m'avancer. Oui. Bon, normalement, je sais qu'il y a un point qui est quand même assez fondamental. C'est que, par exemple, dans nos cultures bantoues, notamment au Gabon, il était déjà de coutume à l'époque, dès l'âge de 12 ans, 13 ans,
que les jeunes garçons ou les jeunes filles, en fait, subissaient un rite initiatique qui avait pour objectif, en fait, de leur introduire, en fait, dans la vie adulte. Donc, pour les garçons, par exemple, dans certaines ethnies, c'était à cette période qu'ils subissaient d'un côté la circoncision et de l'autre, en fait, un cérémonial qui durait à peu près 1 mois où on leur apprenait, en fait, certaines exigences. Et des recherches que j'ai pu faire de manière personnelle et discuter avec certains, en fait, le symbole du foulard sur la tête revenait, en fait, chez la femme à accepter, en fait, l'autorité de l'homme sur elle. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ne portent pas de foulard, c'est comme si, en fait, elles veulent se démettre de l'autorité en estimant qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. Et dès qu'elles mettaient, par contre, un foulard, c'est qu'elles acceptaient les règles de la société, donc de cette époque, qui continue dans certains cadres, que j'accepte cette soumission, qui veut que la femme doit se couvrir la tête, qui est un symbole d'humilité. Magnifique, Daniel. Je devrais juste rebondir en vous disant que vous savez que le roi Salomon dit que la femme est la couronne de l'homme. Donc, elle est complètement au-dessus de lui. Elle fait de lui un roi en étant sa couronne. Et la couronne est sur la tête de l'homme. Ce qui veut dire qu'en vérité, un jour viendra, et ça ne sera pas facile, où l'homme se rendra compte que la femme, dans son intériorité, est beaucoup plus grande que l'homme. Aujourd'hui, les hommes voient la femme de haut, et au moment de la délivrance, les hommes comprendront que lorsque la femme authentique se redévoilera, parce que bon, aujourd'hui, 90% des femmes ne sont malheureusement pas des femmes authentiques, elles sont dévergondées, elles ne cherchent qu'à attirer les yeux sur elles, etc. Mais quand la femme redeviendra une femme authentique, à ce moment-là, l'homme se rendra compte que la femme possède des forces inimaginables. Et là, je rejoins maintenant ce que dit Clémence. Clémence a dit quelque chose d'absolument incroyable. La raison pour laquelle les femmes se couvrent la tête n'a rien à voir avec la sexualité. On s'arrange pour ne pas mettre un habit qui met trop en évidence la poitrine, trop en évidence l'arrière, le devant, peu importe, ça j'ai déjà expliqué. Mais les cheveux n'ont rien de sexuel. Alors pourquoi on se couvre les cheveux? Nos maîtres expliquent au niveau des secrets de la Torah que la femme possède plus que l'homme l'attribut divin qu'on appelle la bina. La bina est un attribut qui est une force, je vais traduire en français, une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Une force surnaturelle que la femme porte dans son cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde occidental, 99% des femmes ne sont plus connectées à cette force-là parce qu'elles vivent d'une manière trop matérielle. Mais une femme authentique se connecte à sa bina précisément en se couvrant les cheveux. Pourquoi? Parce que en se couvrant les cheveux, c'est une forme, on pourrait dire, comme si elle cachait une partie de son cerveau, comme si elle cachait une partie de sa tête. Et à ce moment-là, la bina, cette force qui est complètement surnaturelle, se dévoile en elle. Et la femme, en se couvrant la tête, a la possibilité de se connecter à cette force inimaginable et de devenir une femme qui est complètement au-dessus de la nature. Je vais donner un exemple simple. Qui c'est qui donne la vie? L'homme donne la vie ou la femme donne la vie? C'est la femme qui donne la vie. La femme donne la vie. Ça veut dire qu'en vérité, toute la vie qu'il y a dans ce monde vient de la femme. Et comment la femme donne la vie? Parce qu'elle a la bina en elle. Elle a une force surnaturelle qui lui permet de transformer une graine en enfant. Et dans son ventre. C'est quelque chose d'absolument surnaturel. Comment une graine, comment une goutte peut devenir un enfant? Parce qu'elle a une force surnaturelle en elle. Et en cachant une partie de sa tête, elle permet le dévoilement à l'intérieur de son cerveau de la bina et de devenir une femme avec une force inimaginable. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Seule la femme fait de lui un homme. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la femme est la couronne de l'homme.
Je parle bien sûr de la femme authentique. C'est-à-dire que la femme a des forces inimaginables qui sont cachées en elle. Et encore une fois, le fait de se couvrir la tête permet une connexion avec cette force qui va faire d'elle un être extrêmement fort, qui va envoyer des énergies extrêmement puissantes à son mari et faire de lui aussi un homme extrêmement fort. Nos maîtres ont le courage de dire depuis des millénaires que toute la réussite d'un homme dans son travail, dans sa vie, etc. Alors c'est sûr que pour nous les hommes, on n'aime pas trop l'entendre, mais nos maîtres disent depuis plus de 2000 ans que toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Ce que tu gagnes, ce que tu es, ce que tu es devenu, ça vient grâce aux énergies positives que la femme fait rentrer dans l'homme. Et donc, nos maîtres disent que la bénédiction de l'homme provient de sa femme. Beaucoup d'hommes auront bien sûr beaucoup de mal à l'accepter, mais un jour viendra où l'homme comprendra que tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réussi dans sa vie, c'est grâce à son épouse. C'est pour ça que aujourd'hui, je sais que quand on est jeune, on cherche une belle femme avec laquelle on va s'amuser. Mais il faut savoir qu'en vérité, un homme, même un homme jeune, doit chercher une femme authentique, une femme vraie, une femme qui a compris que son rôle est de construire son mari, de construire sa famille, de construire ses enfants et d'une certaine manière d'être la graine de la délivrance finale, comme nos maîtres nous disent, que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent par le mérite des femmes? C'est les femmes qui vont amener la délivrance finale. Ça veut dire que la femme aujourd'hui doit se réveiller, elle doit prendre conscience qu'elle a un rôle inimaginable. Pourquoi le serpent, bon, c'est un code bien sûr, pourquoi le serpent s'est attaqué à Chava? Pourquoi à Ève en français, Chava en hébreu? Pourquoi il s'est attaqué à Chava? Parce que le serpent savait que si la femme ne tombe pas, elle va sauver le monde. La femme est porteuse de la délivrance. Et donc, il s'est acharné sur elle pour la faire tomber. Et la femme est dans sa grande majorité complètement tombée aujourd'hui. Mais lorsque on va se rapprocher de la délivrance et que les femmes vont se réveiller, c'est elles qui deviendront d'une certaine manière la matrice de la délivrance finale. Donc les femmes ont un rôle fondamental dans ce but de réparer le monde, de le nettoyer de toutes les saletés qui sont en lui. Et c'est surtout la femme qui donnera ses forces à l'homme et la femme aussi qui arrivera à faire ce travail-là. Donc, je conclus ce que Clémence a commencé, que la raison pour laquelle une femme se couvre la tête n'est pas liée à la sexualité, parce que les cheveux n'ont rien de sexuel, mais c'est lié au fait de permettre à cette force incroyable qui est dans la femme, qui est une force presque surnaturelle, de se dévoiler en elle et de faire d'elle une femme authentique qui va véritablement pouvoir construire son mari, ses enfants, sa famille et peut-être même être une graine de la délivrance finale. Voilà. Y a-t-il une dernière question? Il est déjà un petit peu tard. Alors, Nagela, voilà, allez-y. Ouvrez votre micro. Raph, oui, c'est par rapport à couvrir la tête, en fait. Il y a des gens qui mettent des perruques. C'est quoi la différence à laisser les cheveux tout seuls et mettre une perruque? Alors, il y a d'abord une grande discussion à l'intérieur d'Israël. Les Sfaradim, vous savez ce que c'est les Sfaradim, les Ashkenazim? Les Ashkenazim, c'est ceux qui viennent des pays nordiques. Les Sfaradim, c'est ceux qui viennent d'Algérie, du Maroc, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, etc. Les Sfaradim, eux, d'ailleurs Albert Cohen peut nous le certifier puisqu'il habite au Maroc, les Sfaradim, je ne dis pas que toutes les femmes sfarades le font, mais les grands maîtres Sfaradim disent qu'une femme doit porter un foulard et pas une perruque. C'est la vérité. Voilà. Par contre, dans le monde ashkénaze, les choses sont différentes.
Dans le monde ashkénaze, et c'est sans doute à mon avis lié, je vais vous raconter la chose très très simple. Le monde ashkénaze vivait en Occident. Dans le monde occidental, aucune femme ne cachait ses cheveux. Par contre, au Maroc, en Algérie, en Irak, en Syrie, même les musulmanes se cachent les cheveux encore plus que les juifs. Donc, dans le monde sfarade, il n'y avait aucun problème de mettre un foulard, puisque de toute façon, toutes les musulmanes, à 99%, ont la tête couverte. Par contre, dans le monde occidental où étaient les Ashkénazim, comme les femmes ne se couvraient pas la tête, les femmes juives avaient un grand problème à sortir avec un foulard. Alors, beaucoup de maîtres ont autorisé la perruque. Ça veut dire que la perruque, ce n'est pas vraiment mes vrais cheveux, mais ça couvre aussi mes cheveux, comme le foulard. Mais d'un autre côté, ça permet à la femme juive de ne pas trop se différencier de la femme occidentale quand elle sort dans la rue. C'était ça la véritable raison. Comprenez? Donc, encore une fois, les Sfaradim vivant dans un monde musulman n'ont eu aucun problème à demander à la femme de se couvrir la tête avec un foulard. Les Ashkénazim, qui eux vivaient dans le monde occidental, les femmes avaient un certain problème à sortir avec un foulard parce qu'elles étaient visionnées comme des êtres étranges. Comprenez? Puisque toutes les femmes occidentales, elles n'ont pas la tête couverte. Donc, beaucoup de rabbinim ont permis à la femme de mettre une perruque qui, malgré tout, lui couvre complètement la tête et le cerveau, puisque ce ne sont pas ses vrais cheveux. Mais d'un autre côté, quand elle sort dans la rue, elle n'est pas différenciée de la femme occidentale. Comprenez? Voilà. Maintenant, personnellement, je suis convaincu, persuadé qu'au moment de la délivrance finale, les femmes remettront le foulard et plus la perruque. Parce que la perruque est liée, et la perruque est liée au problème du monde occidental, parce qu'encore une fois, la femme juive ne veut pas se différencier quand elle est dans la rue ou dans un magasin. Elle ne veut pas que tout le monde la regarde. Bien que, j'avouerai aussi, ça m'a surpris. Je l'ai dit, il y a quelques semaines, j'étais à Paris pour quelques jours. Et à Paris, le nombre de musulmanes qui ont le foulard sur la tête, et elles ne se gênent pas du tout. Hein. Et ce n'est pas le foulard juif, hein. C'est le foulard, mais alors vraiment complètement. On ne voit pas un cheveu. Et à Paris, vous n'imaginez pas le nombre de femmes musulmanes qui mettent encore plus qu'un foulard. C'est vraiment complètement, la tête complètement cachée. Bon, elles n'ont pas le droit de se couvrir le visage, d'après la loi. Mais elles ont vraiment le foulard et ça ne les dérange pas du tout. Hein. Ça ne les dérange absolument pas. Et donc c'est bien la preuve comme quoi, je pense qu'au moment de la délivrance finale, le foulard reviendra peut-être plus que la perruque. Voilà. Je me souviens dans ma jeunesse, oui, Albert. Au Maroc, je me souviens, je voyais, et je ne parle pas de ce foulard qu'on voit aujourd'hui chez les femmes, le tchador et compagnie, absolument, ça n'a absolument rien à voir. Au Maroc, que ce soit les femmes juives ou les femmes musulmanes, dans la rue, je n'ai pas souvenir de perruque. Jamais je n'ai connu la perruque au Maroc, en tous les cas. Peut-être ces dernières années, bon, les jeunes aujourd'hui qui sont fait teshuva mettent la perruque, mais en tous les cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, au Maroc, c'était que le foulard. Et c'était un foulard traditionnel. Ça n'a rien à voir avec un foulard de tchador ou ce qui se passe aujourd'hui. C'est complètement différent. C'était un foulard pour se cacher les cheveux et marcher dans la rue normalement. Que ce soit les femmes juives ou les femmes musulmanes, elles avaient le même sorte de foulard. Peut-être, mais voilà, c'était un foulard plus qu'autre chose, mais jamais autre chose. Mais de toute façon, Albert, pendant des millénaires, les femmes juives portaient un foulard. Ce n'est que depuis, on va dire, quelques décennies que les femmes aujourd'hui portent, les femmes, surtout dans le monde occidental, portent la perruque. Oui, voilà. Mais pendant des millénaires, les femmes se couvraient la tête avec un foulard et non avec une perruque. Il y a des photos où on voit les femmes de Baba Saleh, la femme de Baba Saleh, les femmes de Rabbi Haïm Pinto, les femmes des grandes sadikim que nous avons eu au Maroc. Et Dieu sait si on en a eu.
Bien sûr, Jamais il y en a une qui met une perruque. Jamais. bien sûr. Aucune ne met une perruque. Et c'était des tzadikim énormes. On parle pas de. C'est vrai, c'était que des foulards. C'était des foulards légers, normal pour se cacher les cheveux. Tout Bien simplement. sûr, bien Voilà. sûr. Merci C'était beaucoup, Albert. avec Et plaisir. n'oubliez pas de m'inviter au Maroc, hein. Je vous Je laisse vous donne maintenant. je vous dis, c'est un projet que j'ai et je vous promets de tout faire en sorte pour que ce projet se réalise. Et croyez-moi, et dans mon entourage, je parle très souvent de vous, je distribue vos cours. Les gens sont avides, ils veulent que vous veniez et leur enseigner beaucoup de choses. Et voilà, il faut juste qu'Hachem nous aide et on fera notre part et Hachem fera sa part pour pouvoir réaliser ce projet. Et le premier repas qu'on fera au Maroc, c'est un bon couscous avec des piments. Alors, si jamais vous mangez le couscous au Maroc, j'aurai un problème avec votre femme parce que vous n'allez pas vouloir retourner en Israël. Et ça fera plus de peine. Bon, mais en tout cas, un bon couscous avec des piments. Vous Voilà. en faites pas. Un bon couscous au Maroc et Voilà. on passera un super Shabbat parce que moi, mon projet, c'est qu'on passe tous un Shabbat organisé communautaire. Et j'espère en tous les cas pouvoir réaliser ce projet. Amen, amen. Voilà, écoutez, mes amis, on a passé. Une dernière question, s'il vous plaît. Alors, une dernière question, allez-y. Une question. Oui. C'est aujourd'hui, si vous savez, depuis hier, nous fêtons hier, nous avons fêté le Rosh Chodesh Nissan. Oui, Le premier Rosh Chodesh Nissan, c'est 2449. oui, Mais hier, c'est Rosh Chodesh Nissan 5782. oui, Donc, nous sommes à l'année 3333 de l'inauguration du temple. Alors, absolument. peut-être il y a un secret derrière ça, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais Ouais. je souhaiterais aussi que vous On expliquiez. en reparlera peut-être. C'est une remarque intéressante. Deuxième remarque, c'est cette année, c'est important pour les Bnei Adam. Pourquoi? Puisque c'est 8 ans et 6 mois et combien de jours là, de la création du centre Bnei Adam, centre adamique à Jérusalem. C'était le 25 Tishrei 5774. Oui. Et maintenant, c'est de Nissan 5782. Donc, c'est notre 8e année, 8e dimension, la Bina des Bnei Adam, de l'identité Bnei Adam. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup pour vos remarques. Nous faisons ensemble notre dimension Bina. Absolument. La femme a la Bina plus que l'homme, comme c'est marqué dans nos maîtres le disent. Voilà, mes amis, écoutez, on va maintenant mettre fin à notre magnifique soirée. J'aurais eu une question, mais j'écoute d'abord. Mon nom, c'est Paul. Ah, Paul, oui. Voilà. Vous avez parlé de la couverture de la tête chez la femme. J'ai remarqué, je fréquente depuis quelque temps des synagogues, j'ai remarqué que les hommes, au moment de lire la Torah, doivent se couvrir. Oui. Je vis en Allemagne. Et, avec le talit sur la tête. Exactement. Oui. Parce que je fréquente plus le milieu orthodoxe. Dans quelle ville vous êtes en Allemagne? À Berlin? Je suis dans la ville très proche de Hanovre. Ah oui. Oui, nous disons Hannover. Je suis dans la ville de Herford. C'est pas très loin de là. Voilà. Mm. Et j'ai remarqué, c'est une ancienne ville où vraiment on a encore des traces de la vie des Juifs. Et j'habite devant l'ancienne synagogue qui avait été détruite, donc qui a été construite ailleurs. Et la question est de savoir cette couverture des cheveux chez l'homme, qu'est-ce que ça représente par rapport au foulard de la femme? Eh bien, c'est exactement la même chose. Au moment où un homme doit lire la Torah, nos maîtres nous disent que la Torah porte en elle la lumière de la Bina, c'est-à-dire une force qui est complètement surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle l'homme, qui d'une manière générale ne se couvre pas la tête, parce que la Bina n'est pas en lui autant que chez la femme, mais au moment où il doit lire la Torah, à ce moment-là, il prend son talit et il se recouvre complètement la tête comme une femme pour pouvoir dévoiler aussi en lui la Bina en se connectant à la Torah qui représente une force qui est complètement au-dessus de ce monde.
Donc voilà la raison pour laquelle l'homme, au moment où il doit lire la Torah, se couvre aussi complètement la tête. La femme, c'est tout le temps, et l'homme, c'est au moment où il lit la Torah. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, Paul. Voilà, je vais devoir arrêter, mes amis, parce que on est resté un long moment ensemble, presque 1h30, un peu plus d'1h15. Je dois vous dire très sincèrement, Karine, vous restez en contact avec moi pour savoir quand c'est qu'on fait le prochain cours. Oui. Et je n'ai pas de mots pour vous remercier. Vous m'avez appris aujourd'hui des choses incroyables sur la femme, sur la circoncision, sur les coutumes africaines que je ne connaissais absolument pas. Et ce qui prouve une fois de plus qu'on est vraiment deux peuples qui sont très, très, très liés l'un à l'autre. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de réveils en Afrique, en Israël, pour que la relation entre nous devienne de plus en plus forte et pour qu'on puisse être, comme je le dis souvent, le fer de lance, la pointe de la délivrance finale. Ensemble, l'Afrique avec Israël, et on réussira à nettoyer ce monde, à purifier ce monde et à le nettoyer de tout le mal qu'il y a en lui et de faire de ce monde un monde meilleur, un monde d'unité, un monde d'amitié, un monde de fraternité. J'ai une petite question, Rav. Allez-y. Je voulais savoir, c'est Kadaan ou à partir de la République démocratique du Congo? Pardon, la question? La question est celle-ci. Alors, si la femme porte des perruques, mais s'il n'agresse pas, où est le mal? Mais disons qu'on va dire qu'une femme agresse plus avec une perruque qu'avec un foulard. Parce que si on porte une magnifique perruque, c'est un peu plus agressif que le foulard. Le foulard n'est pas du tout agressif. La perruque, oui. Mais comme je l'ai expliqué à l'origine, la raison de la perruque, c'était les femmes qui vivaient dans le monde occidental, qui ne voulaient pas se différencier de toutes les femmes qui étaient dehors avec leurs cheveux. Et c'est pour ça que les rabbanim ashkenazim ont permis aux femmes ashkénazes de porter la perruque. Voilà. D'accord, merci, voilà. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous tous. On se retrouvera très prochainement. Et n'oubliez pas que l'Afrique se réveille, que l'Afrique prenne sa destinée en main. Nous sommes déjà réveillés. Que l'Afrique arrive à chasser tous ceux qui exploitent les richesses de l'Afrique et redevenez les propriétaires de votre terre, de votre identité. Et comme ça, nous avancerons vers la délivrance finale. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Au revoir.